Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Comme chaque lundi à 12h30, notre rendez-vous avec les équipes d'IG pour les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse. Et c'est Alexandre Baradès qui est avec nous en plateau pour ce début de semaine. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Chef analyste chez IG. On va parler des marchés actions bien sûr, mais je le disais, l'actif à la une. Invité surprise de ce début de semaine, c'est bien sûr le pétrole avec un gap à la hausse ce matin pour les cours du pétrole. Une hausse de plus de 5% toujours en cours actuellement après l'annonce de l'OPEP+, de réduire encore un peu plus sa production d'1 million de barils supplémentaires à partir des prochaines semaines. Jusqu'où cette décision peut emmener les cours du pétrole, Alexandre? Pas très haut justement. Je pense pas très haut. Et je vais expliquer pourquoi. Déjà, effectivement, il y a quand même une espèce d'écho à ce qu'a fait la Russie. Presque il y a un mois à peu près, début février, enfin 10 février, 500 000 barils de moins, mais ça sentait plus pour la Russie une réaction de pays vraiment sur la défensive ou qui est obligé de baisser sa production avec des prix plus faibles depuis quelques temps, donc plutôt un sentiment d'essoufflement d'une stratégie qui n'a pas trop payé, enfin en tout cas qui ne paye plus. Et là, c'est quelque chose qui, alors ça fait écho, mais on peut se dire, est-ce que c'est de la géopolitique là derrière? Est-ce qu'il y a une volonté d'embêter les États-Unis parce que les États-Unis veulent racheter du pétrole moins cher pour leur stock stratégique, donc en faisant cela, ils le font plus tard et peut-être plus cher. Mais quand on y regarde, c'est pas l'impression que ça me donne. Pourquoi? Parce que si réellement c'était une volonté géopolitique de nuire en fait à l'Occident, large, Europe et États-Unis, vous avez quand même dans l'équation la Chine qui a fait de bonnes affaires en achetant du pétrole pas cher, mais désormais la Chine, son objectif, c'est que son économie tienne. Si par cette action, ces actions, le pétrole devenait à nouveau incontrôlable, à 100 $ et plus. Ouais. Déjà, on a des signaux de ralentissement économique. On l'a vu sur la consommation en Europe et sur d'autres signaux. Vous allez avoir une récession en Europe et aux États-Unis. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Chine? Absolument pas. Donc, pour moi, c'est pas d'ordre géopolitique, même si peut-être que ça rend 2-3 services. Oui, mais il y a forcément des considérations et des dimensions politiques ici et là. Oui, on a un petit message pas agréable pour les États-Unis, mais c'est surtout économique parce que ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il y a eu quand même une succession de beaucoup de choses ces derniers temps. Le stress bancaire, la consommation en Europe. On a vu dans plein de pays que ça commençait à ralentir. On a vu la semaine dernière aussi sur les chiffres américains, les dépenses personnelles, les dépenses de consommation. Il y a quand même des signaux, des indicateurs avancés aux États-Unis. On verra cette semaine d'ailleurs avec l'ISM, mais des indicateurs dans les services, par exemple, des indicateurs de Fed régional aux États-Unis. On voit que dans les services, alors ça c'est très bien pour la Fed, et c'est pour ça que le Nasdaq et certains indices montent parce qu'ils sentent déjà ce côté ralentissement. Mais du coup, avec le PMI chinois ce matin également qui retombe à 50 alors qu'on l'attendait à 51 et quelques, il y a un petit tableau de ralentissement macro et l'impression que ça avait quand même plus de ça qu'autre chose. Ouais. L'idée qu'au-delà des dimensions géopolitiques qui prévalent toujours quand on parle de marché pétrolier, avec un cartel en plus toujours en position, vous dites qu'il y a quand même l'idée d'un ajustement à une réalité macro qui n'est pas totalement impertinente. Non, c'est pas impertinent, et surtout quand vous regardez même du côté américain, qui pourtant était très réactif l'année dernière, quand justement l'énergie flambait. On avait vu un nombre de forages en activité aux États-Unis qui était reparti très fortement à la hausse, une production journalière américaine qui avait sacrément progressé l'année dernière, pas tout à fait revenu sur le niveau d'avant Covid, mais belle progression. Et là, on voit quoi? Même aux États-Unis et avant cette décision de l'OPEP, on voit que le nombre de forages en activité était déjà en train de partir à la baisse, et ce depuis déjà 1 mois et demi, 2 mois, et que la production journalière ne progressait plus. Donc il y avait déjà, je pense même chez les producteurs américains, des considérations d'ordre macroéconomique, et l'OPEP+ semble plus s'inscrire là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça donne graphiquement? Moi, je pense que j'ai mis combien du gap à venir. Le gap, on rappelle, c'est un trou de cotation énorme qu'on a quand il y a un élément de surprise comme ça sur un week-end. Mais pour que ça aille beaucoup plus haut, soit c'est que la croissance mondiale repart très fort, que la demande chinoise est là. Or, les signaux qu'on a pour l'instant, c'est pas non plus un redémarrage explosif. Moi, je ne vois pas pourquoi le pétrole irait sur ces bases-là à 90 ou 100 $. Pour moi, il y a plutôt un gros risque, un scénario d'aller rechercher le gap, en gros de retomber à 76, qui étaient les cours qui prévalaient vendredi, parce qu'il y a aussi un élément qui était un des éléments qui, nous, l'année dernière, faisait qu'on écartait tous les scénarios dans le pétrole à 200 $, qui était la volonté américaine de refaire le stock stratégique dans la zone, comme ils disent, dans la zone des 70 $. Croissance qui ralentit, volonté américaine de refaire les stocks stratégiques. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher 100 $, hormis une vraie volonté de nuire à la géopolitique, et là on reverrait d'autres actions comme ça à répéter, mais s'il n'y a que celle-ci, one shot et rien d'autre, pour moi on est parti pour redescendre à 76, 75 dans les jours qui viennent. Bon, on voit en attendant que cette surprise sur le pétrole se traduit par une hausse du secteur pétrolier en bourse. Les banques sont plutôt bien orientées également ce début de semaine, après le décrochage quand même violent du mois de mars pour le secteur bancaire.
au final, et c'est pas comme si c'était rien passé au cours du mois de mars sur les marchés, évidemment, Alexandre, je constate que le VIX est à moins de 20 et que les indices actions en Europe ou aux États-Unis affichent une résilience spectaculaire, même pour ceux qui n'étaient pas forcément trop négatifs sur les marchés. C'est vrai. Alors c'est vrai que nous, sur le schéma bancaire, on était plutôt rassurants en disant, voilà, la réaction des autorités à la fois monétaires, étatiques, réglementaires ou autres, ça a été extrêmement rapide. Donc ça ne laissait pas trop la porte ouverte à des scénarios 2007-2008 bis. Donc la réaction du marché a été dans ce sens-là, tant mieux. On est en revanche désormais à nouveau dans cette espèce de bras de fer, je pense, entre d'un côté, effectivement, se satisfaire d'une inflation qui ralentit. On l'a encore vu aux États-Unis avec l'inflation PCE, alors c'est modeste, mais ça ralentit quand même. On a, encore une fois, des signaux d'activité économique qui sont sur la consommation, qui sont en train de ralentir. Donc ça, c'est bien pour la Fed. Et on voit que les taux sont un petit peu retendus, les taux courts, mais on est encore à 4,10 ou seulement à 4,10, on n'est plus à 5 et quelques. Donc on sent que c'est plus tellement de ce côté-là que le stress peut arriver. Mais je pense qu'il y a une petite pièce à remettre dans le schéma macro-micro. Et les résultats vont arriver d'ici quelques jours aux États-Unis et en Europe, pour mesurer justement le degré d'activité des entreprises qui ont un point de pricing power. On le voit sur les schémas de consommation qui diminuent pas mal en Europe notamment. Donc moins de pricing power, des coûts en amont qui sont un peu plus faibles parce que les matières premières, tout ça diminue, mais il y a quand même des salaires à payer et ça n'a pas trop baissé. Et donc il me semble que les indices, je comprends qu'on veuille s'enthousiasmer, et j'étais le premier à le faire en disant attention, quand l'inflation commence à ralentir, pour les marchés qui ont beaucoup baissé sur les questions inflationnistes, ça va être un signal. Après, est-ce que c'est un signal vraiment linéaire qu'on a, quelque chose de vraiment qui reprend de manière bottom et on repart à le sommet de manière cadencée, ou est-ce qu'on y va avec une intégration intermédiaire, on va dire, des phases macro-micro, et là, il y en a une, je pense, sur le thème macro, ralentissement de la demande, qui peut venir s'insérer un peu là-dedans, dans ce schéma de reprise. Il y a de la place pour se faire peur ? Non, pas peur. Les retours point bas haut, non, ça j'y crois pas du tout. Même les indices américains, du tout. Si on regarde le Dow Jones dans quelques instants, le retour point bas Dow Jones, j'y crois pas du tout. C'est plutôt des accélérations comme celles qu'on a eues, et puis desquelles on reprendrait 4-5%, puis on repartirait. Voilà, donc le Dow, si on le regarde, il a un peu l'image de ce qu'on a sur d'autres indices, mais surtout américains, toujours assez loin du sommet, donc ça c'est pas comme l'Europe. Donc il y a encore effectivement ce rattrapage qui est plutôt optimiste, qui est favorable et qu'on a envie de jouer. Mais vous voyez que d'un point de vue l'analyse graphique, en fait, elle révèle un sentiment de marché. Les points hauts, les points bas, c'est une question de sentiment. Je suis acheteur, je suis vendeur. Là, on revient se caler dans une zone où il y a déjà eu beaucoup d'hésitations entre décembre et janvier-février. On sort par le bas sur les questions de banques et autres. Et on va réintégrer la zone. Donc, on revient à un territoire un peu confortable, où on ne s'expose pas trop, pas très baissier, mais on n'est pas encore en train de taper la résistance le haut de la zone. Donc, pour moi, c'est une zone un peu neutre toujours. C'est une zone où dire j'achète fort là-dedans, non. Acheter oui, parce que je pense le plus gros des risques géopolitiques, inflationniste, banque centrale, il est quand même déjà bien intégré. Mais l'aspect degré de ralentissement de l'économie pour arriver à une inflation à 2%, ça, il me semble que ça peut encore obliger le marché à latéraliser un peu. Donc, il me semble qu'il ne faut pas être trop agressif dans ces stratégies. Moi, pour acheter du Dow Jones, je serais plus chaud pour en acheter à 34 500. Alors, certains diront, mais attendez, vous ratez du coup une partie du rallye. Ça, c'est pour l'aspect court terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour s'assurer que le marché ne retombera pas, quand vous serez à 34 500, déjà tapé 2-3 fois dans la zone, une fois que vous y revenez alors que les taux se rétractent, c'est très favorable. Il faut y aller à ce moment-là. La question, c'est est-ce que de 33 300 au niveau actuel jusqu'à 34 500, est-ce qu'on va y aller tout de suite voilà. Et ça, j'en suis pas certain par contre. Voilà. Donc je préfère être acheteur à 34 500 et viser le sommet ensuite. Là, ici, on observe, et si on voit que l'aspect macro se réinvite dans le prix des actions, en fait, et qu'on retombait vers un 32 009, 32 008, vous voyez, les moyennes de prix, dans ce cas-là, je pense qu'on retomberait brièvement à nouveau sous la zone de consolidation que tu as violée. Donc, sous 33 000, 32 009, il me semble qu'il y a un mouvement défensif qui peut encore revenir un peu, et on retombera à nouveau de 3, 4, 5% assez facilement derrière, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres indices spécifiques qui peuvent venir éclairer la situation ? Alors, on parle avec vous du Russell 2000, mais on pourrait regarder également en miroir le Nasdaq, par exemple, qui a repris 20% depuis le point bas de décembre pour le Nasdaq 100, qui devient un puissant relais quand même depuis quelques semaines, justement avec ces interrogations macro qui reviennent peut-être sur le devant de la scène et qu'on retrouve peut-être d'ailleurs en négatif sur un indice comme le Russell. Oui, mais alors, le Russell, il est... Donc on rappelle, c'est les small et les mid-cap américaines. C'est un indice qui avait déjà baissé avant les autres. C'est-à-dire qu'on voit en 2021, alors que tous les autres indices montaient, les gros large cap américains montaient, lui était déjà très flat, et ensuite il a pris la baisse comme tout le monde en 2022. Il vient taper à 3-4 reprises de vrais trendline, un long terme, donc c'est très très visuel, on voit que le marché agit dessus évidemment, c'est des très très gros niveaux. Donc un investisseur moyen terme, quand il voit ça, il ne peut qu'acheter. Vous revenez, vous avez lâché les sommets, les multiples sont étendus, vous pouvez qu'acheter. À court terme, il y a le stress bancaire, et qui touche quoi ? Qui touche des banques régionales. Et des banques régionales qui financent quoi ? Qui financent ces boîtes-là, justement. Et donc,
durcissement des conditions financières pour ces boîtes-là, je dirais, comme on l'a dit, on ne pense pas que le stress bancaire va se propager, devenir un truc incontrôlable. Mais à court terme, quand on est sur un support comme ça, s'il prenait l'envie au marché de se faire un peu peur, il pourrait y aller dans ce contexte-là. Mais vous voyez, c'est une question de timing en fait. L'investisseur long terme, quand il voit ça, il ne se pose pas de question il faut acheter. Le court-termiste se dit, moi je vais acheter, mais je ne vais pas prendre le risque d'avoir un retracement de 5%, sinon mon stop est tapé ou autre, ou même de 1 ou 2%. C'est un peu trop tôt pour y aller pour celui qui veut du momentum pur très court terme. Là, je préfère attendre des niveaux plutôt des 1850, 1900, où on s'éloigne à nouveau et des supports. Là, on est un peu trop proche des supports. Il faut qu'on reprenne toute la baisse de 2000 à 1700. Il faut qu'on en prenne la moitié. Voilà, qu'on prenne la moitié, qu'on navigue un peu d'altitude. Et là, on dira, voilà, le stress est passé et go pour l'aspect court-moyen terme des choses. Ouais. Oui, il y a une phase un peu de transition et c'est vrai que les prochaines journées, alors il y aura des statistiques macro, mais les résultats vont revenir, mais pas tout de suite. Le premier trimestre risque encore d'être un bon trimestre de résultats. C'est peut-être sur les prochains trimestres que les choses seront plus compliquées. Et les banques centrales, c'est pas avant début mai maintenant. Oui, c'est ça. Et puis là, dans ces phases-là, c'est que on va regarder non seulement les résultats, et toujours pareil, les guidances. Est-ce que ce qui s'est passé sur les bancaires, ça va obliger des boîtes à réviser un peu leur guidance? Est-ce que donc, on peut faire 15 pronostics, il faudra attendre le jour J pour le voir. Mais disons que la phase, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Donc, les attentes micro, donc passé et les guidances. Les prochaines réunions, effectivement, c'est plutôt au mois de mai. Pour moi, il y a quand même un petit melting pot de trucs là un peu, justement, qui se neutralisent en fait. Voilà, c'est ni très baissier ni très haussier. Pour être très haussier, il faudrait qu'on ait effectivement des datas macro qui nous montrent que sur les prix, ça se détend, que sur l'emploi, ça se détend, mais que sur la consommation, ça tienne bien. Par exemple, ça serait pas mal. Mais tout ce qu'on a ces derniers temps, le seul truc, moi, je trouve que la consommation, on l'attendait pas ralentissante comme ça en Europe. Voilà, les derniers chiffres, ils ont été un peu comme en dessous des attentes. Allemagne, France. Voilà. Et du côté US, les stocks d'épargne post-Covid, ils ont été rongés. Le fait qu'il y ait un très faible taux de chômage, ça limite quand même le potentiel de choc baissier sur l'économie. Mais la Fed veut amener quand même qu'on en passe un peu par là, qu'on en passe par une phase où la consommation se détende quand même un peu plus fortement. Voilà. Et ça, pour la micro, petit doute là-dessus. Mais c'est pas un doute, voilà, je ne crois pas au retour point bas, je ne crois pas à casser les points bas, ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Je crois au maximum à une consolidation et au mieux ça monte tout de suite. Voilà. Mais le pire, c'est la consolidation pour moi. Les chiffres clés de la semaine, les enquêtes d'activité, avec notamment l'ISM manufacturier américain cet après-midi, l'ISM service mercredi et les données d'emploi avec en point d'orgue, malgré le jour férié de vendredi, la publication du rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis en fin de semaine. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 12h30 dans le plan de trading de Smart Bourse. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.